Bonjour, auditorice de la phase, bienvenue dans votre podcast cinéma. Je suis toujours avec mon cher ami Hugo. Bonjour Hugo. Salut. Aujourd'hui, on s'écarte un peu de ce qu'on fait d'habitude puisqu'on ne parle pas cinéma aujourd'hui, mais série, et même série Netflix, puisqu'on va parler de la série événement Adolescence, sortie le 13 mars 2025, donc on en parle un peu tard, mais le temps de prendre du recul. On est comme les bons batteurs, tu vois, on joue au fond du temps. On a un tout petit peu de retard, mais c'est pour être... on a eu le temps comme ça de digérer, de se calmer, vu que c'est une série dans laquelle il y a eu un emballement quand même assez énorme. Nous, on est un peu dans le creux de la vague pour voir un petit peu ce qu'il en est vraiment dans cette série. J'aurais pas dit mieux. Toujours les métaphores les plus poussées avec toi, Hugo. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette série ? Eh bien, elle raconte la vie d'une petite bourgade du Royaume-Uni après qu'un garçon de 13 ans, Jamie Miller, soit mis en examen pour le meurtre d'une adolescente de son âge. La série a été créée par Jack Thorne et Stephen Graham, qui au passage joue aussi le père de Jamie. Et chaque épisode est filmé en plan séquence, je dirais même en vrai plan séquence, puisqu'il n'y a aucune coupure dissimulée. Alors bon, c'est une habitude dans la phase, mais on va quand même le repréciser aujourd'hui, on va spoiler la série. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y avant ou continuez en toute connaissance de cause. Au Royaume-Uni, cette série a déclenché un débat public sur l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes, puisqu'il y est sujet de l'influence notamment des idéologies masculinistes, mais aussi du harcèlement en ligne et donc de la violence que peut engendrer la jungle des réseaux sur des adolescents surexposés. De nombreuses personnalités en ont parlé, elle a été diffusée dans des établissements scolaires et elle a eu un buzz assez conséquent dans le monde, puisque c'est une des séries les plus regardées sur Netflix. Pour parler de cette série, on va un peu parler des... alors toi, tu as choisi de t'attaquer aux grandes institutions qui sont représentées à l'écran. Oui. Notamment, on peut y voir donc la police, la famille, l'école. Il y a aussi, peut-être on peut parler de la psy, qui est aussi une institution. Ouais. Comment tu veux commencer cette analyse, Hugo ? Non, mais ce serait ça, on voit que la série, elle est découpée comme ça, c'est-à-dire que le premier épisode se passe dans un commissariat, globalement, le deuxième se passe dans une école, le troisième se passe dans un centre de détention pour mineurs, et est basé sur un échange entre, du coup, Jamie et sa psy, et le quatrième se passe dans son environnement familial, donc dans une famille qui a l'air assez classique. Moi, le premier truc qui m'a frappé, si je rentre sur le premier épisode, c'est à quel point les gens qui animent ces institutions, les acteurs des institutions, sont des gens bien. C'est-à-dire les flics sont des super flics, notre duo là de flics sont des très bons flics. On voit que Jamie, on lui parle très bien au commissariat. Il a un assesseur qui se met à son service, qui va l'aider pour les interrogatoires et qui est un super assesseur, qui lui dit tout est très clair. Tout le monde est en gros assez sympathique et très compétent. Je voulais m'attarder un petit peu sur le personnage un peu central du flic qui s'appelle Bascombe, qui est d'ailleurs le premier personnage qu'on voit dans la série. Et je pense qu'on a un peu un cas d'école avec ce personnage de comment rendre sympathique un personnage. Parce que souvent, on va dire qu'on peut avoir envie d'associer la police à une forme d'autorité, peut-être à du masculinisme, ce qui est un enjeu de la série aussi, à du virilisme, à du racisme, etc. etc. Là, déjà, on remarque que les deux flics, on a un racisé et une femme, ce qui est quand même un moyen d'évacuer une partie de cette critique-là. Et le premier dialogue de la série, important quand même, la série s'ouvre là-dessus, c'est un dialogue où Bascombe nous dit qu'il est trop cool avec son fils, qu'il est trop tolérant avec son fils, et que du coup il laisse sa femme être un peu dure, un peu sévère. Du coup, notre Bascombe, c'est déjà un bon flic, c'est aussi un double papa cool, parce que déjà avec son fils, il est pas le bad cop, il est le gentil papa, et qui en plus c'est un père féministe, vu qu'il laisse le pouvoir sur la famille à sa femme. Et il arrête de fumer aussi. Il arrête de fumer aussi, on va en reparler, il y a plein de choses qui caractérisent ce personnage, en tout cas on aurait affaire presque, on pourrait dire, un flic woke, quasiment. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans la série, on va voir qu'il a beaucoup d'empathie, ce personnage, avec Jamie, quand il interviewe l'ami de la victime aussi, il est très empathique à son égard. À un moment aussi, il va poursuivre un gamin dans la rue qui s'échappe, et il va le rattraper, il va pas se mettre en colère, il va lui expliquer les choses calmement et tout. L'autre chose qui est frappante avec ce personnage, si je reprends le premier dialogue, on a dit que son premier dialogue ne parle pas de son rôle de flic, mais de son rôle de père. Et je crois que dans cette série, il y a quand même une association très classique du flic au papa. D'ailleurs, le deuxième épisode se finit sur une scène entre ce flic et son fils, et on comprend que ce père va devenir un meilleur papa, vu qu'il prend le temps d'emmener son fils manger au restaurant et passer un vrai moment avec lui. Comme si finalement c'était ça le vrai enjeu de cet épisode-là. C'était pas le rapport avec Jamie, mais c'était la relation entre le flic, père, et son fils. Oui, grâce à ce qu'il a vu dans l'école, il a réalisé qu'il devait faire plus attention, et donc il va donner plus de son temps à son fils. Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, ce personnage-là disparaît parce qu'il a accompli sa mission. Il s'est rendu compte que... Voilà, il a eu sa rédemption, c'est devenu un meilleur... C'était déjà apparemment un très bon papa à la base, c'est devenu un encore meilleur papa. Je pense ce rapport aux institutions, on le retrouve aussi dans le rôle de la psy.
vu qu'on a tout un épisode dans un training center, donc un endroit où les mineurs sont retenus, et on voit aussi que la psy est une excellente psy. Moi, c'est quand même très frappant. Regarde, dès le début, on la voit observer les vidéos de télésurveillance, là, à quel point elle est précise, elle est impliquée, comment elle arrive à faire parler Jamie, tu vois, dès le début, elle arrive, elle lui fait les blagues sur les sandwichs, j'ai pas mis tel aliment que t'aimes pas, directement, elle arrive à créer un lien avec lui. À un moment, Jamie commence à péter un câble, se lève, devient un peu violent, elle arrive à le calmer, à le faire rasseoir, donc très compétente. Deuxièmement, on a dit que ça marchait en 2 temps, compétent et empathique. On voit qu'elle est vraiment touchée par ce qui se passe, elle est très touchée, et à la fin de l'épisode, Jamie part, et elle reste seule, et on la voit vraiment dévastée par ce qu'elle est en train de vivre. Ce qui pourrait m'amener à une autre comparatif un peu cliché, qui je pense n'est pas de moi, de la série. On aurait le flic comme le papa, et la psy comme la maman. Voilà, c'est-à-dire celle qui est là pour les larmes, qui est là pour recueillir la parole et l'empathie du côté de la maman, et la dureté cool, mais la dureté, on va dire, du flic, avec le papa. Et d'ailleurs, je trouve en général, on trouve que ces 2 institutions, le commissariat et le training center, on y voit très peu de violence dedans. Par exemple, le garde de Jamie qui vient le chercher dans l'épisode avec la psy n'est pas du tout agressif. Jamie se plaint jamais de ses conditions de détention. Il aurait pu se faire casser la gueule, il aurait pu se faire violer, il aurait pu se passer plein de choses. Même quand à la fin il appelle son papa pour lui souhaiter un bon anniversaire, il ne se plaint jamais de ses conditions de détention. Il y a le truc que tu m'as fait remarquer avant, qu'effectivement le déboulé des flics dans la maison au début est assez violent. Et il est montré comme assez violent. Sauf qu'à ce moment-là, ça nous paraît surtout violent parce qu'on ne sait pas si Jamie a vraiment tué cette fille. Une fois qu'on comprend que ce petit garçon a vraiment tué une adolescente, le fait que sa maison soit prise d'assaut par des flics ne paraît plus si grave. On est quand même en train d'essayer de mettre hors d'état de nuire un meurtrier. Donc pour moi, cette violence est quand même très atténuée. Et il y a une scène pour moi qui est hyper révélatrice de ce parti pris de la série, c'est la scène de la fouille. Dans le premier épisode, du coup, comme j'ai dit, ce commissariat me paraît extrêmement plein de gens qui sont pleins de bonne volonté. Il y a une scène qui ne peut pas ne pas être violente. C'est un enfant de 13 ans qui se fait fouiller nu, donc probablement aussi avec des fouilles anales, on peut imaginer, par des adultes. Que fait la caméra à ce moment-là ? Elle se détourne. Elle ne nous montre pas cette image qui serait insupportable. Qu'importe le cas, même si ce Jamie était le pire des psychopathes, c'est quand même dur de voir, en plus dans une actualité marquée par la violence sexuelle, la pédophilie, etc., de voir un enfant de 13 ans se faire prendre une fouille anale par des adultes, ce serait forcément très dur à voir. Et donc, cette violence-là, la caméra décide de ne pas la montrer, dans une idée, pour moi, qui serait d'édulcorer cette violence-là. Oui, ça pourrait être aussi l'idée de montrer, parce que là, du coup, elle se fixe sur le père, sur le visage du père, donc on pourrait dire qu'ils ont voulu, en fait, montrer ce que ressent le père à ce moment-là, mais du coup, en effet, on oublie le gamin, on fixe sur l'adulte, et ça, on en reparlera plus tard. Mais en plus, pour rebondir là aussi là-dessus, c'est qu'à la fin, quand le père demande à son fils si ça va, le fils dit oui. En tout cas, nous, ce qu'on va essayer de dire dans notre exposé, je pense, c'est que tous ces éléments-là, pris isolément, pourraient être justifiés complètement, mais qu'on voit qu'il y a quand même une sorte de système qui semble se dessiner de la violence institutionnelle sur les enfants, fût-il des tueurs, n'est jamais montré. Voilà. On aurait pu imaginer, ne serait-ce qu'une insulte, ne serait-ce qu'un petit coup, ne serait-ce que la fouille, ne serait-ce que montrer la fouille. On choisit de ne pas montrer ça. Alors là où on montre un peu, peut-être, un environnement plus compliqué pour les enfants, c'est celui de l'école. Ouais, il y a un discours critique pour le coup qui est émis sur l'école. Alors je pense que ce discours critique il est de 2 natures. Il y a celui qui est émis par les policiers eux-mêmes quand ils visitent l'école. Il y a quelques dialogues qui sont marrants. Enfin, je sais plus, elle dit ouais, ça sent le sperme et le chou de Bruxelles, je crois. Ce qui est, moi, je trouve une bonne réplique de fait. C'est vraiment un truc qu'on peut ressentir dans ce genre d'école, je pense. Mais qu'est-ce qu'ils disent ces flics sur l'école, parce qu'ils aiment pas l'école? Qu'est-ce qu'ils en disent? Ils disent les enfants passent leur temps devant les écrans. C'est leur première plainte. Et la deuxième plainte, c'est qu'il y a un prof qui arrive en retard. Ça, c'est les 2 choses qui sont plaintes. Donc en gros, c'est quoi la critique qui est faite par les flics du dispositif scolaire? C'est il y a trop d'écrans, et en gros, c'est trop laxiste. Vision extrêmement discutable de ce qui seraient les problèmes structurels de l'école. Donc c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème en tout cas du gouvernement ou de l'État, c'est vraiment le problème, c'est soit les profs, soit le laxisme des profs, pas la violence des profs. Et les écrans, ce qui pour moi est une critique, et c'est pas forcément un problème, mais est une critique de droite classique. L'école, il y a trop d'écrans et les profs sont trop laxistes. Donc ça, c'est le discours fait par les flics. Le deuxième motif critique de l'école, c'est le bullying. C'est-à-dire le fait que des enfants se bullient, donc se harcèlent, etc., etc. D'ailleurs, on a des petits embryons de scène, on voit des enfants se battre, on voit des enfants s'humilier, il y en a un enfant qui se prend une claque à l'école, etc. C'est des scènes pas très développées, mais elles existent. Et pourquoi pas, de fait, je ne vais pas nier que le bullying existe à l'école. Mais du coup, qu'est-ce qu'on ne voit pas comme violence? On ne voit jamais de violence d'adulte à enfant. On voit des violences d'enfant à enfant, mais pas de violence d'adulte à enfant, et même un peu l'inverse.
Je sais pas si t'as vu une petite scène furtive où il y a un enfant qui bully un autre enfant et il y a un surveillant qui vient les séparer. Donc en fait, on a plutôt l'adulte comme une force de pacification de l'espace social. Ce qui voudrait dire qu'en fait, le problème, la violence de l'école, c'est pas que des adultes s'imposent aux enfants, qui sont durs, qui vont leur imposer des règles, un uniforme, enfin tout ça. C'est que les enfants se font du mal entre eux. Et la série, dans son ensemble, elle est structurée comme ça sur des scènes où on va mettre d'un côté les ados et de l'autre les adultes. Et en gros, l'adulte sera toujours plus ou moins rationnel, communicatif, empathique, etc. Le père, le flic, la psy et tout. Et que l'ado, lui, va être irrationnel, impulsif. Donc là, on a Jamie, qui s'est évidemment a tué une ado. Puis en plus, dans la scène avec la psy, il se lève, il pète un câble. On a l'ami de la victime, qui aussi pète un câble sur les flics. On a le copain de Jamie qui part en courant. En gros, ce qui structure la série, c'est l'opposition entre l'adulte qui, en gros, est empathique, compréhensif, ferme, mais bien sur ses appuis, et l'ado qui, lui, est irrationnel, impulsif, violent, etc., etc. Et donc, on a un peu deux éléments marquants dans ces oppositions. Première chose, opposition classique, la raison côté des adultes, l'impulsivité, la sauvagerie côté des enfants. Deuxième chose, c'est qu'en fait, ces scènes, elles mettent souvent les enfants en position de dominant, les adultes en position de dominer. Par exemple, la scène entre la psy et Jamie, à un moment on a peur, mais on n'a pas peur pour Jamie, on a peur pour la psy parce que Jamie semble violent. Et pareillement, le dernier épisode est construit là-dessus, vu que la grosse péripétie du dernier épisode, c'est que le père se fait vandaliser de son camion par des jeunes. Motif de l'adulte victime des enfants. Pourquoi pas ? Je remarque qu'on ne nous a jamais montré l'inverse dans la série. On n'a jamais montré en quoi, par exemple, Jamie serait une victime du monde adulte, ou en quoi, on pourrait imaginer plein de cadres dans lesquels on verrait des enfants maltraités par des adultes. Non, on voit toujours l'inverse. Et ces scènes, d'ailleurs, on est toujours du côté de l'adulte. Quand Jamie, on comprend qu'il a vraiment tué quelqu'un, du coup, on est un peu du côté de son père, le pauvre père, si gentil, qui a son fils qui a tué quelqu'un. La scène avec la psy, pareil, moi j'ai peur pour la psy. Alors qu'il va rien lui arriver à cette psy a priori. Celui qui est vraiment en risque dans cette scène, c'est que si Jamie dit que c'est un psychopathe qui a tué 100 personnes, il finira sa vie en prison. Donc a priori, le rapport de force, comme dans le monde social, le rapport de force est toujours en faveur des adultes quasiment. Dans cette série, il nous est quasiment toujours montré en faveur des enfants. Comme si les enfants étaient des vrais dominants. Et moi j'ai trouvé ça particulièrement choquant dans cet épisode qui est focus sur l'école, où vraiment les enfants sont des total sauvages absolument monstrueux, ou qui veulent pas parler, ou qui s'énervent très vite. Tous les adultes sont dépassés, les profs sont dépassés, alors qu'ils sont gentils, même la dame qui conduit les policiers dans l'école est adorable, mais elle est dépassée. Il y a une psy aussi qui s'occupe de la meilleure amie de Cathy, donc la fille qui est morte, qui est adorable, qui est en pleurs et qui est dépassée par le fait que cette meilleure amie ne veut pas lui parler. En tout cas, ces adultes, voilà, ils sont perdus face à une enfance, à une jeunesse qui est totalement sauvage et indomptable, quoi. T'as raison, c'est ça l'affect de base, t'as dit le mot dépassé, je pense effectivement, on a l'impression que les adultes sont dépassés, et si on s'arrête un petit peu sur le personnage de Eddie, donc qui est le père de Jamie, qui est là dès le premier épisode et qui clôt aussi le dernier, il y a plein de petits détails qui sont faits pour nous montrer à quel point ce père est compréhensif et empathique, à quel point il est sincèrement triste pour son fils, et il y a plein de petites scènes où il est très délicat, par exemple, des tout petits détails, mais tu vois, dans le 4e épisode, à un moment, c'est son anniversaire, il commence à vouloir coucher avec sa femme lui dit non, elle veut pas, et il s'arrête tout de suite. Il est on voit que du coup, lui aussi est assez déconstruit, assez très respectueux avec les femmes. À un moment, il s'énerve à la fin, quand il pète un câble par rapport à son camion, mais cet énervement est justifié. Évidemment, c'est horrible de se faire taguer pointeur sur son camion quand on n'y est pour rien. Donc moi, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que cette série qui prétend nous montrer la fabrique de la violence chez un adolescent, mais dont tous les adultes autour de lui sont sains, et dont même le père et la mère sont montrés comme des super parents, respectueux des femmes, respectueux de leurs enfants, pas violents, etc. Qu'est-ce que c'est que cette série, quoi ? Du coup, comment on justifie cette violence et cette sauvagerie des enfants, des plus jeunes ? On la justifie par des théories qu'ils rencontrent sur Internet, et notamment les théories masculinistes. Et donc ces théories-là qui rentrent dans le cerveau des enfants et qui les matrixent complètement au point qu'ils soient prêts à assassiner d'autres enfants de leur âge. Ouais, là on a je pense deux choses par rapport à ce motif-là, qui serait le motif incel, quoi. Première chose que moi j'aimerais mettre en avant, c'est à quel point on apprend très peu de choses comme sur ce mouvement-là. En gros, on apprend le truc de la red pill, le 80-20, 80% des femmes pour 20% des hommes, etc. Bon, c'est quand même vraiment du folklore incel. Peut-être sûrement des gens ne connaissaient pas ces éléments-là, mais c'est très peu développé quand même. D'où ça vient, comment ça se transmet, est-ce qu'il y a des enjeux politiques derrière ces idéologies-là, voilà, ça on n'en sait pas grand-chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on nous centre ça sur le rapport aux écrans. Et ce rapport aux écrans, il est tissé tout au long de la série, vu que c'est sur Instagram que Jamie se fait bully
qui se fait insulter par des femmes et tout. C'est par un écran qu'on a la certitude que Jamie a tué Katie. On a aussi la psy qui regarde les écrans de vidéosurveillance. Et le dernier épisode, on parle beaucoup de l'ordinateur de Jamie. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est l'écran. Alors moi, je crois que là, on a affaire vraiment à un tour de force idéologique qui serait de nous faire croire que le problème des écrans serait un problème spécifiquement adolescent. Évidemment qu'il y a des vrais risques, des vrais dangers de l'écran chez les ados. On n'est pas là, on n'est pas sociologue, on constate autour de nous. Moi, je constate aussi que dans la vie de tous les jours, énormément d'adultes sont sur leur téléphone et qu'il est probable que si les enfants aiment autant les smartphones, c'est aussi parce qu'ils ont vu leurs parents dessus. Or, dans cette série, on ne voit jamais d'adulte sur son smartphone. Ce qui, dans une série faite en 2025, me paraît quand même une sorte d'aberration assez énorme. Même à la fin, tu sais, quand ils mettent la musique dans la voiture, la famille, c'est la fille qui met la musique sur le téléphone. Plein de petits détails comme ça. Alors, première chose, déjà, c'est pas réaliste. Plein d'adultes, surtout dans les âges qui sont montrés dans la série, utilisent des smartphones et ne pas en voir est une erreur factuelle. Deuxièmement, cette erreur factuelle, pour moi, elle a un but. Inconscient ou conscient, je sais pas, mais elle a un but, montrer les phénomènes de violence comme des problèmes spécifiques à la jeunesse, qui du coup serait comme une sorte de petit carcan isolé du monde des adultes, dans l'idée toujours que ce n'est pas un problème d'adultes. Les adultes n'y sont pour rien, c'est les adolescents qui eux-mêmes s'enferment dans des bulles. Ouais, et socialement, moi je trouve que c'est un peu dangereux aussi et un peu problématique parce que les féminicides et la haine anti-femme ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent pas des réseaux. Les hommes qui tuent des femmes parce que ce sont des femmes, ça existe depuis assez longtemps. Et donc je trouve que c'est dangereux de faire l'impasse là-dessus et de faire croire que c'est juste un problème d'adolescent à cause des réseaux. Oui, d'ailleurs du coup, comme tu l'as dit, ce paradoxe, cette série qui s'appelle Adolescence, il n'est pas tellement question d'adolescence dedans, vu qu'en fait, certes, on a le meurtrier, Jamie, qui a droit à 1 épisode et demi à peu près. Il est là sur la moitié du premier épisode et sur tout le 3e épisode. À part lui, les autres jeunes, ils ont des toutes petites scènes. On reparlera du personnage de la petite sœur. Bon, on peut pas dire que ce soit un rôle extrêmement développé. Vu que sa seule fonction, me semble-t-il, c'est d'être le miroir inversé de Jamie. Elle sert à prouver que les parents n'y sont pour rien. Un peu, voilà, vu qu'en gros, ils disent... à un moment, ils ont un dialogue à la fin. We made him and we made her. Donc on l'a fait lui et elle. Il y en a une qui a bien tourné et pas l'autre. Pour moi, c'est vraiment la bonne graine, la mauvaise graine. Enfin, pour moi, c'est quand même ça son rôle dans la série. La question, c'est du coup, pourquoi cette série s'intéresse pas aux adolescents ? Parce que, en fait, elle ne s'intéresse qu'aux adultes. Là, je pense que la dernière scène du film est arrivée. J'avoue, j'étais content parce que c'était vraiment pour la confirmation absolue de tout ce que cette série me donnait l'impression depuis le début. On a le père qui rentre dans la chambre de son fils. Chambre qu'on n'a pas vue, nous. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Déjà, d'un point de vue purement social, à quoi ressemble la chambre d'un ado britannique en 2024 ou en 2025, ça m'intéresse. Deuxièmement, la chambre d'un ado qui a tué sa camarade. Qu'est-ce que fait la caméra ? Elle ne nous montre jamais la chambre. On n'en voit quasiment rien. Elle regarde le visage du père. On aura la même chose dans l'épisode précédent. À la fin de l'entrevue entre la psy et Jamie, la caméra reste sur la psy. Alors 2 choses, du coup, la caméra décide de nous montrer les adultes plutôt que les ados. Et deuxièmement, on nous les montre sur un mode empathique. On est triste pour cette pauvre psy qui a vécu ce moment très dur, et on est admiratif. On est triste pour ce pauvre père qui à la fin pleure parce que son fils a tué quelqu'un. Donc empathique et très peu intelligent dans le sens où, on nous montre des gens pleurer ou être triste. Ça nous éclaire pas beaucoup sur qu'est-ce qui s'est joué. Dans l'ensemble, on n'est vraiment jamais éclairé, puisque comme tu dis, du coup, aucun adulte n'a de vice. Donc on peut pas savoir si c'est lié aux parents, si jamais le fils a fait une dinguerie. On n'est jamais guidé sur qu'est-ce qui aurait pu faire mal tourner ces gamins. Et ce qu'on voit, c'est que c'est des gamins de classe moyenne, un peu très très normaux, avec pas trop de problèmes économiques, pas trop de problèmes. En tout cas, on sait pas, ça nous est pas du tout montré. En tout cas, la question qu'il pourrait y avoir, pourquoi pas, on a parlé du masculinisme, on a vu qu'on n'en disait pas grand-chose, ou en tout cas, on en dit ce qu'en dirait un éditorial du Figaro. C'est les problèmes des jeunes et d'Instagram, en gros. Sur la question sociale, on sait juste que le père est plombier. À part ça, ils ont une maison qui est plutôt grande. Voilà, donc la question de la pauvreté n'entre pas en ligne de compte non plus. Et t'as dit qu'on nous montrait les adultes comme des gens positifs. Moi, j'ai lu que cette série ne jugeait pas. Moi, je trouve ça me donne envie. Moi, on a dit pour Anora, on aime bien les films qui nous montrent des phénomènes sans les juger moralement. Sauf que souvent, dans ne pas juger, on va dire ne pas dire du mal. Mais il y a une autre modalité du jugement que de condamner, qui est de faire l'apologie. Pour moi, ces adultes sont jugés. Ils sont montrés comme des gens bien. Pareillement, je pourrais dire cette petite fille, la petite sœur, est jugée comme une bonne enfant. Jamie est jugée comme un mauvais enfant. Oui, puis le père dit, moi j'ai été battu par mon père et j'ai bien tourné. Et moi j'ai traité mon fils super bien et il a mal tourné. Absolument. Et du coup, moi, je pourrais formuler un peu une hypothèse sur cette série, c'est qu'on a bien à faire une histoire de meurtre,
Mais qui est la victime et qui est le coupable? Je pense que le véritable victime du meurtre, c'est la famille elle-même, qui est une famille saine. On voit, la mère, le père, la sœur sont très sains, et qui sont victimes d'une sorte de violence intérieure qui serait le fils, violence qui n'a rien à voir avec son environnement familial. Et on connaît très bien, c'est un schéma dramaturgique assez connu dans le 4e épisode, c'est on voit quelqu'un qui vit un événement tragique, un viol, un meurtre, machin, et on va apprendre à se reconstruire après ça. Qu'est-ce que c'est ce 4e épisode sinon ça? Une famille qui a vécu un événement traumatique. Cet événement traumatique, c'est Jamie qui a tué, en fait qui les a tués eux, qui leur a fait du mal à eux, et on les voit se reconstruire dans les larmes, ce qui fait qu'on retrouve toujours ce même schéma, le véritable bourreau est l'enfant, la véritable victime, c'est le monde des adultes, c'est la famille. Ouais, même à la fin, le père fait le deuil en fait de l'enfant qui a mal tourné en embrassant la peluche. Ouais. Tu étais un enfant avec ta peluche, donc tu étais normal, tu étais gentil, mignon, tu es devenu adolescent et tu as fait une dinguerie et maintenant je fais le deuil, tu as disparu et c'est ciao quoi. Et c'est vrai que ce dernier épisode là, on aurait pu tellement axer sur cette gamine, sur sa sœur en fait, mais c'est vrai qu'elle sert à quasiment rien dans cet épisode. Bah, elle a un rôle fonctionnel en fait, au point de vue des personnages. Pour moi, il n'y a pas vraiment de personnages dans cette série, dans le sens où en fait, ils ont tous une fonction. La psy, c'est la maman psy empathique, le flic, c'est le papa, et du coup, ces personnages-là ne sont là qu'en tant que fonction, parce que je crois, et il m'arrive très rarement de dire ça par rapport à des œuvres d'art, vu que j'aime bien que les œuvres d'art aient une forme d'autonomie, dans cette œuvre-là, j'y vois avant tout quand même un enjeu idéologique, qui est d'autant plus efficace que, on va en reparler, la série a des qualités au niveau de sa construction, il y a quelques qualités au niveau de la tension et tout, mais on voit que tous les éléments qu'on a dit font système. On aurait pu nous montrer la violence viriliste, un peu phallocrate, raciste des policiers, on n'a rien vu, on a Absolument. des flics woke, tolérants, empathiques. On aurait pu voir la violence de la famille patriarcale, de l'autorité du père, tout ça. Bah non, on a un père empathique et fragile. D'ailleurs, le père à la fin, c'est presque son propre psy. Il verbalise tellement bien ce qu'il vit. On a l'impression qu'il a passé toute sa vie en psychanalyse et qu'il il a une sorte de transparence par rapport à lui-même. On aurait pu interroger les rapports entre la violence des jeunes et les rapports de classe sociale. On l'a dit, il n'est pas du tout question de ça. On aurait pu voir la violence de l'institution psychiatrique. J'aurais bien aimé voir une psy, peut-être, qui pose une mauvaise question. Une psy qui n'est pas une très bonne psy. Une psy qui est agressive, parce que ça existe, y compris dans des cas beaucoup moins durs que des cas de meurtre. Il y a des psys qui font des conneries, et l'institution psychiatrique en soi, ou psychologique, pourrait être critiquée. Ça veut pas dire condamnée, mais on pourrait voir ses failles aussi. On aurait pu voir la violence à l'école, le fait que peut-être que des enfants reproduisent de la violence parce qu'en fait on les traite comme des inférieurs depuis qu'ils sont petits, qu'on les force à s'habiller d'une certaine manière, qu'on les force à se taire en classe. On aurait pu voir plein de choses par rapport à ça. On ne les voit pas parce que, comme on a dit, le monde adulte de l'école est globalement sympathique et les critiques qui sont faites sur les écrans et l'odeur de sperme sont quand même très superficielles. Donc, on n'a rien vu en fait dans cette série. Moi, j'en reviendrai à ça. On nous a promis, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'au début, on me promet, on va comprendre pourquoi des jeunes de 13 ans tuent des femmes, enfin tuent leurs camarades. Pourquoi ? Bah, au bout de 4 heures, franchement, j'étais pas plus avancé sur la question. Bon, du coup, maintenant, attaquons-nous à autre chose. Parlons plutôt technique, parce que ce qui a fait beaucoup parler aussi dans cette série, c'est que du coup, chacun des épisodes est tourné en plan séquence. Donc, c'est-à-dire que c'est un seul plan, il n'y a pas de coupure. C'est d'ailleurs une performance assez incroyable, techniquement. Mais alors, cette performance, elle est à la fois très utile à des moments, et à des moments, peut-être, elle peut être aussi un peu plus discutable. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah moi je commencerai par dire, moi j'ai entendu parler de cette série par ça à la base. J'avoue que j'étais un peu méfiant parce que on en parlait un peu comme d'une performance sportive. Tu vois, on disait un peu, ils ont réussi à faire ça. Moi, je pense que c'est un truc qu'on a un peu toujours défendu dans ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de mode de filmage bon ou pas bon en soi. Les modes les plus académiques peuvent être très pertinents, des modes très expérimentaux peuvent ne pas l'être du tout. Et c'est pas parce qu'un truc est très impressionnant techniquement, et c'est pas moi qui vais l'enlever, ça a dû être très difficile à faire. Enfin, je ne leur enlève rien à leur capacité, entre guillemets, sportive d'avoir réussi à faire ça. Esthétiquement, pour moi, ça vaut pas dire grand-chose. Alors, ce serait bien de voir un peu plus, de dire juste plan-séquence. En fait, qu'est-ce qu'on a au niveau des cadres dans ces plans-séquences ? On a globalement des scènes de dialogue qui sont en fait des scènes de chant contre chant, ce qu'on appelle chant contre chant, c'est-à-dire un personnage parle, et normalement, si on a du montage, on va avoir l'un puis l'autre. Et en fait, ici, très souvent, la caméra dans les scènes de dialogue, elle fait des chants contre chant, juste en bougeant la caméra. Moi, du coup, dans scène de dialogue, j'avoue, le plan-séquence m'a paru être très proche de ce qu'on aurait eu sans plan-séquence. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme plan récurrent de la série ? On a des gens qui marchent dans des couloirs, filmés de dos. Les longues balades au commissariat, à la machine à café, dans le training center, etc.
pareil, c'est quand même vraiment les plans de toutes les séries policières. D'ailleurs, sur le reste, c'est pareil, la mise en scène est assez banale. On a de la musique de piano triste pour les scènes tristes. On a de la musique un peu grave et chaotique quand les enfants se battent dans la cour. On peut pas dire qu'on soit sur quelque chose de très novateur sur la caméra. Et moi, je me demanderais, le plan séquence, moi, ça m'intéresse quand il me donne quelque chose que seul le plan séquence pourrait m'apporter. Par exemple, il y a un cinéaste qui s'appelle Cuarón, qui a fait Les Fils de l'Homme, qui a fait Gravity, qui est très connu pour ses plans séquences. Et dans Les Fils de l'Homme, on a un long plan séquence dans lequel on est dans une zone de guerre, c'est une post-apocalyptique, on se balade entre plein de gens qui se battent, on entend plein de langues, etc. Et puis au bout de ce long plan séquence de 15 minutes, on arrive sur une femme qui accouche. Et là, quand j'avais vu ce plan séquence, je suis en mode, ok, là, le plan séquence m'a donné quelque chose que seul le plan séquence pouvait me donner, de faire cohabiter dans un même plan la guerre, l'accouchement d'une femme, tout ça en même temps. Ici, le plan séquence, à part un effet de tension, qui par moments est réussi, m'a pas donné beaucoup de choses que je n'aurais pas eu par du montage. Il y a 2-3 trucs que j'aime bien. Il y a la scène où le flic poursuit le jeune. Il le poursuit longtemps. Après, il parle avec son fils et on sent qu'il est toujours essoufflé. Alors ça, dans une série avec du montage, on l'aurait peut-être fait s'essouffler moins longtemps, ça j'aime bien. Dans l'épisode avec la psy, je trouve que ça fabrique parfois une certaine tension aussi. Mais sinon, moi ce que je vois sur tout ce plan séquence, je vois les subterfuges qui ont été là pour le fabriquer. Ce premier épisode, personne ne me fera croire que c'est crédible, que ce qu'il se joue en 45 minutes ou 1 heure se passe vraiment en 45 minutes et 1 heure. Parce que ça aurait pu être ça l'intéressant du plan séquence, c'est le temps réel. Donc nous faire sentir ce que le cinéma coupe d'habitude, les attentes, les trucs qui bug, les moments où on est perdu, enfin tous ces moments-là que le cinéma coupe souvent, le temps réel devrait nous les laisser. Sauf que là, ça n'arrive jamais, au commissariat on fait pas la queue, il n'y a jamais de problème, tout s'enchaîne, tout est efficace. Avec la psy, quasiment tous les dialogues sont très efficaces aussi, on se perd jamais, etc. etc. Pareil, quand ils sont dans la voiture, il n'y a jamais de bouchon, enfin voilà. Moi je vois beaucoup les subterfuges qui ont été faits pour que ça tienne en 1 heure, alors que tu m'aurais juste mis des cuts, je me serais pas du tout interrogé sur l'artifice. Moi j'ai trouvé ça un peu efficace dans le premier épisode, mais en fait au final c'est plus efficace pour une série sur des flics, parce qu'il y a ce côté où on change de personnage dans le commissariat, ça va très vite, donc c'est un peu épique, etc. Mais c'est vrai que dans une série comme ça, plus sociale, j'ai perdu un peu l'intérêt de ce plan séquence. Ouais. Bah en fait, moi je dirais que la série, elle a un peu le cul entre deux chaises sur le plan séquence, c'est-à-dire qu'elle veut nous donner l'impression du temps réel. Que moi, je suis très partisan, si c'est ça l'idée, je trouverais ça super. Mais en même temps, elle veut pas vraiment le temps réel, parce qu'elle veut pas les temps morts. Le temps réel, c'est plein de moments pas efficaces, de moments qui servent à rien, de moments où t'attends, etc. Et ça, elle les enlève. Ouais. Et c'est vrai que tout le long de la série, on a quand même beaucoup de plans rapprochés sur les visages, particulièrement même dans le premier épisode, le père, on le voit beaucoup en gros plan. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Bah, je pense que c'est intéressant de se demander quand on est face à un plan, c'est qu'est-ce qu'il nous fait voir et qu'est-ce qu'il nous cache. On avait dit que la scène de la fouille, il nous faisait voir le visage du père, et c'était au prix de nous cacher la fouille du jeune garçon. Ce choix de nous montrer surtout des visages, et surtout des visages touchés par l'émotion, c'est quand même beaucoup ça qu'on voit dans la série, des visages tristes, des visages affligés, des visages dépassés, etc. C'est un choix, parce qu'en fait la série aurait pu nous donner une vision très large de ce problème-là. Il y a des enjeux sociologiques, des enjeux technologiques, des enjeux politiques, des enjeux de genre, des enjeux de race, etc. etc. Finalement, en fait, la série les balaye, comme on a dit, elle ne s'intéresse qu'à l'émotion des personnages et qu'à l'émotion des adultes. D'ailleurs, la scène se finit là-dessus, le père qui pleure et qui pleure et qui pleure. Et je suis pas contre, il faut montrer la détresse des adultes, ça fait partie du problème. Le fait de nous montrer que ça a fini par un peu me saouler. Et je vais faire une comparaison qui est un peu cruelle, c'est toujours cruel de comparer une série à The Wire, mais je vais quand même le faire. The Wire s'intéresse à un sujet similaire, mais par la prise de la drogue. On regarde de près le trafic de drogue, et de là, on va essayer de comprendre la violence de manière un peu générale. Et ben moi, ce que je trouve très fort dans The Wire, c'est quand on regarde la drogue, on regarde les flics, on regarde l'école, on regarde la politique, on regarde les classes sociales, on regarde l'urbanisme, on regarde tout ça. Et donc on a élargi ce petit, entre guillemets, petit sujet de la drogue à Baltimore en un énorme réseau tentaculaire. Ici, on a fait exactement l'inverse. On est parti d'un problème qu'on nous a montré comme un problème très large, qui compte la technologie, la politique, machin. Et en fait, tout ce qu'on nous en montre, c'est des gros plans sur des visages. Pour finir, je pense qu'on a affaire à une série qui fonctionne surtout dans le premier et 3e épisode au niveau de la tension. Je trouve qu'il y a une tension policière qui fonctionne, et si les gens me disent qu'ils aiment cette série pour ça, je suis prêt à l'entendre, c'est bien foutu. Par contre, qu'on ne vienne pas dire que cette série nous dit des choses importantes sur le monde social, pour moi elle ne dit absolument rien, vu que je pense qu'en fait on a affaire à une série, et j'entends le mot vraiment à son sens le plus fort, conservatrice. Globalement, il y a des adolescents qui par eux-mêmes sont des facteurs de désordre, c'est pas la faute des adultes, ils sont des facteurs de désordre, et donc il va falloir les mettre de côté, les mater,
et, comme tu as fait remarquer, les mettre hors champ. C'est ce qui va se passer. Jamie disparaît et à la fin, comme tu as très bien dit sur le père, on va apprendre à se reconstruire sans Jamie. On va avancer sans les mauvaises graines pour lesquelles on ne peut rien faire. Bah c'est marrant parce que du coup, bon voilà, on en revient à ce qu'on disait au début. C'est une série qui a fait pas mal le buzz, dont on a beaucoup parlé. Le Premier ministre anglais en a parlé, a dit qu'il fallait absolument montrer cette série. Est-ce que c'est bon signe ? Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant. Du coup, il a dit qu'il fallait le montrer aux adolescents du pays. Et ben donc voilà, alors pourquoi est-ce que ces adultes-là s'emparent de cette série comme si c'était en fait enfin une œuvre d'art qui montre la vérité Eh ben peut-être parce que justement ça permet de se dédouaner à eux en tant qu'adultes et encore une fois de pouvoir faire la morale aux enfants en leur disant regardez cette série, c'est vous qui êtes violents, c'est vos réseaux qui sont violents. Et peut-être que ce fait de vouloir montrer la série à des jeunes est un des symptômes du problème. Moi, pourquoi je voulais travailler sur cette série-là ? Parce que je pense qu'elle n'est pas du tout frontalement conservatrice. Je pense qu'elle s'affiche avant tout comme une série assez humaniste. On a dit c'est beaucoup d'empathie, beaucoup de bons sentiments, des bons flics, des bons psys et tout. Et que c'est souvent... on n'est pas dans Bac Nord, quoi. C'est plus subtil, ça passe un peu tout seul. Et c'est pour ça qu'on s'est dit... moi, c'est aussi à la lecture d'articles et tout que je me suis dit, bon, ce serait pas mal peut-être de... humblement remettre un peu les choses droites, dire que cette série a des qualités filmiques, je les trouve très limitées, mais je suis prêt à les reconnaître que sur l'entertaining, il y en a. Par contre, essayons de montrer un petit peu ce qui se joue vraiment, et je pense qu'il est rare d'avoir une série si cohérente politiquement. C'est-à-dire que globalement, le système qui se met en place dès le premier épisode, dont on a un peu montré ici, ne dévie pas jusqu'à la fin. On n'aura jamais de faille d'institution, par exemple, jusqu'à la fin. On n'aura jamais d'adultes dysfonctionnels, on n'aura jamais de violence d'adulte à enfant, jusqu'à la fin. C'est dommage, parce qu'il y avait un vrai sujet à faire sur le harcèlement en ligne, sur le masculinisme, sur la violence et les féminicides et la haine anti-femme. Il y avait vraiment des sujets extrêmement intéressants à appréhender et au final... Peut-être là, je vais te dire un truc que tu as mentionné tout à l'heure, qui paraît un petit peu anecdotique. Pour moi, ça l'est pas. Le fait que le réalisateur ou créateur de la série se donne le rôle du bon papa qui est dépassé, me paraît extrêmement symptomatique de la mauvaise foi, qui est inconsciente, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui a plein de bonnes intentions, mais qui me paraît extrêmement symptomatique de sa mauvaise foi, quoi. Je ne vais pas regarder les problèmes adultes. Je ne vais pas considérer, ce qui pour moi me paraît quand même la base et de la psychologie et de la sociologie, c'est que les problèmes de la jeunesse reflètent directement les problèmes des parents ou de l'ordre social dans lequel ils sont. J'ai pas l'impression d'être un gauchiste révolutionnaire en disant ça du tout. Le fait que cette série ne fasse jamais droit à cette hypothèse-là et même soit entièrement focalisée sur l'inverse me semble symptomatique d'une série qui est une série de bons pères de famille, quoi. Voilà. Merci Hugo pour cette analyse de cette mini-série Adolescence disponible donc sur Netflix. Et n'hésitez pas à nous dire, j'ai jamais dit cette phrase avant, mais à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Absolument, en plus là on s'est attaqué à quelque chose qui a été beaucoup apprécié, donc ça pourrait être intéressant d'avoir des contre-avis. Absolument, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé vous aussi, et on se retrouve la semaine prochaine, dans 2 semaines pardon, pour un nouvel épisode de La Phase. Merci, ciao.